Comme souvent, au soir d'une journée de manifestation, chacun prétendra avoir gagné. À Lille, Paris, Montpellier, Lyon, les syndicats affirment avoir fait le plein. Le gouvernement démissionnaire répondra qu'il y avait moins de monde que lors des rassemblements contre la réforme des retraites en 2023. Charles Divot et nos équipes sur le terrain. Un peu partout en France, dans les cortèges de Rennes, Lille ou encore Nantes, ils étaient des milliers à manifester. Une journée de mobilisation présentée comme une démonstration de force, alors que pour la première fois depuis 2 ans, tous les syndicats marchent ensemble, côte à côte. Le pari est-il réussi? Pour les organisateurs, cela ne fait aucun doute. La mobilisation est d'ores et déjà un succès. Cette nuit sans fin du macronisme, on n'en peut plus. C'est plus possible qu'en permanence on nous fasse les poches pour éponger les frasques des multinationales et des ultra-riches. Combien était-il aujourd'hui? Plus d'1 million selon la CGT, moitié moins selon les forces de l'ordre. Peut-on parler de victoire? C'est certes beaucoup moins qu'au plus fort des manifestations contre la réforme des retraites, et c'est 1 200 000 participants, mais bien plus qu'il y a une semaine, où le mouvement Bloquons Tout avait réuni près de 200 000 manifestants. Une chose est sûre, aujourd'hui, la mobilisation était nationale. Près de 500 cortèges recensés en France, comme cet après-midi, à Lyon. Dans la foule, beaucoup de pancartes et presque autant de revendications. Pouvoir d'achat, réforme des retraites ou encore taxation des plus riches. Le panneau était explicite, les riches s'enrichissent encore plus et les pauvres s'appauvrissent encore plus. Ça tape que sur les travailleurs et les travailleuses, sur les précaires, sur les retraités et sur la population en général. Parmi les manifestants, beaucoup de fonctionnaires, comme Alicia, infirmière, qui fait grève pour la première fois de sa vie. Seule façon, selon elle, d'alerter sur l'état de l'hôpital public. On ne soigne plus aujourd'hui, on est plutôt en train de faire ce qu'on peut pour essayer de soigner. On n'est pas là pour les patients, on est là pour faire ce qu'on peut, comme on peut, avec ce qu'on a. Les services publics, aussi au cœur des revendications du cortège parisien, où nous rencontrons beaucoup de professeurs. Comme Anne, près d'1 sur 5 faisait grève aujourd'hui. On a des classes surchargées, on est à 30 élèves dans un lycée classé sensible. On n'a pas assez d'enseignants, on est 1900 élèves dans un lycée qui doit en compter 1500, donc on manque vraiment de tout. Si dans l'ensemble, les manifestations se sont déroulées dans le calme, pour mettre la pression sur le gouvernement, les cheminots sont quant à eux un peu plus tôt dans la journée, rentrés de force dans la cour du ministère de l'économie, avant d'être rapidement évacués par les forces de l'ordre. À l'image de cette action, le gouvernement et le futur budget ont été au cœur des revendications d'à peu près tous les cortèges. On en a ras-le-bol de se faire tondre comme des moutons. C'est toujours eux mêmes qu'on demande de faire des économies, de se serrer la ceinture. Eh ben, on en a ras-le-bol. Reste à savoir désormais quelle suite les syndicats donneront à ces mobilisations. Hier, le préfet de police de Paris et le ministre de l'Intérieur démissionnaire alertaient sur la présence de très nombreux casseurs en marge des cortèges. Bien sûr, il y a eu des incidents, des heurts. 181 personnes ont été interpellées, mais les violences ont été globalement contenues grâce notamment à un dispositif de sécurité exceptionnel. Antoine Bourdarias, Anne Lorbance et Mélanie Ravier. Il y a encore quelques instants, sur ces images filmées par nos équipes, les affrontements se poursuivent sur la place de la Nation, point d'arrivée de la manifestation parisienne. Quelques heures après le départ, à l'écart du cortège syndical, entouré par un impressionnant dispositif policier. Des tensions éclatent et les forces de l'ordre procèdent à plusieurs interpellations. On était sur le trottoir et puis les CRS ils ont poussé. Et il y a des pauvres gens qui sont tombés sur le trottoir. Des heurts également recensés dans d'autres grandes villes du pays. En début d'après-midi, un nuage de gaz lacrymogène envahit cette rue du centre-ville de Rennes. Face à quelques manifestants, les forces de l'ordre tentent de les disperser. Au total, 21 personnes ont été interpellées en marge du cortège. Scène similaire cet après-midi à Lyon, où la manifestation, selon la préfecture, s'est majoritairement bien passée,
Mais des échauffourées ont éclaté. Au moment de disperser les derniers manifestants, un journaliste et 2 policiers ont été blessés dans cette mobilisation lyonnaise. Comment les CRS, les gendarmes mobiles et les unités de pompiers à moto ont-ils préparé cette journée? Quelles étaient leurs consignes d'intervention? Esther Lefebvre, François-Xavier Rigaud et Sylvain Roland les ont suivis toute la journée à Paris. Pour la première fois, nous sommes autorisés à suivre ces pompiers sur leur rutilante moto d'intervention rapide. Bien moins connus que leurs coéquipiers, en noir, les policiers de la Brave M. Il est 14h30. Au même moment, une autre de nos équipes suit la mise en place de ces gendarmes mobiles. On va travailler sur les interpellations, sur les individus auteurs de violences envers les forces de l'ordre ou de dégradation. Leur zone de travail, la place de la République à Paris, point stratégique de la manifestation qu'ils ont bouclé. 1 heure plus tard, première alerte. Le cortège vient de ralentir. On a un bloc d'environ 10 adversaires qui seraient tout vêtus de noir avec une attitude hostile. Ils ont déjà utilisé des fumigènes. Non loin de là, les pompiers descendent de leur moto, extincteur à la main. Ils restent en retrait derrière les policiers, prêts à porter secours, comme le constate notre reporter qui les accompagne. Le groupe violent qui a été signalé s'étant déplacé, la Brave M à son tour reprend la route par des rues parallèles au cortège. Les sapeurs-pompiers suivent toujours dans le même but, pouvoir intervenir au plus vite, au plus près en cas de départ de feu ou de secours à blessés. 16h20, les gendarmes aussi se mettent en mouvement. Direction Place de la Nation. 99 ici, écho, casquez-vous. Comme souvent, au point d'arrivée du cortège, l'atmosphère se tend. Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a un commissaire qui a été pris à partie par des manifestants, donc on est venu le protéger. Une poignée de manifestants refuse de quitter les lieux. À l'autre bout de la place, dernière action pour nos pompiers, un feu de déchets. Une journée plutôt calme à leur échelle. À Rennes, entre 11 500 selon les autorités et 20 000 personnes selon les syndicats ont défilé dans le centre-ville. Des échauffourées ont éclaté à la mi-journée autour de la gare. De nombreux commerçants avaient anticipé d'éventuelles dégradations. Ils s'étaient barricadés. D'autres ont pris le risque de rester ouverts. Sandra Douceret et Kylian Moreau étaient à leur côté. C'est devenu une habitude. Dans le sillage de chaque manifestation, les mêmes dégâts, des vitrines détruites, des commerces saccagés. Alors, quelques minutes avant le passage du cortège, Yann rentre vite la terrasse. La manif qui arrive. Compliqué pour nous de rester. Pour Hassan, le propriétaire du café, fermer est une évidence. On craint sur le matériel, on préfère de ramasser pour notre sécurité, la sécurité des clients. C'est contraignant pour nous, pour les chiffres d'affaires et pour le moral aussi. Un peu plus loin, le commerce de Jean-Jacques est lui aussi situé sur le tracé du cortège. Du passage du premier au dernier manifestant, il surveille tout, par crainte de débordement. C'est un petit peu inquiétant, forcément. C'est des journées un petit peu, vous voyez, des journées un petit peu compliquées, quoi. Après, il faut être courtois, faut être vigilant. Ce qui m'inquiète surtout, c'est la fin du cortège. Pendant que les manifestants progressent, Nathalie s'affaire dans son magasin, désertée par les clients. Située un peu plus à l'écart, elle a choisi de rester ouverte. On ne peut pas se permettre de fermer, je ne peux pas me permettre de barricader non plus mon magasin parce que ça coûte cher. Mais on n'a pas besoin de ça. Moi, que les gens soient dehors, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de débordements. Jamais personne ne m'obligera à fermer. Et puis, je serai là pour les gens qui viendront me voir. Pour les restaurateurs, les annulations se multiplient. Les clients, pour la plupart, fuient le centre-ville. La semaine dernière, on a fait 2 couverts le midi, donc à vrai dire, on aurait peut-être dû fermer. Bon, c'est vrai qu'on ne sait jamais à l'avance comment ça va se passer. Le cortège, globalement, ça se passe bien, mais il y a toujours un moment où ça dégénère un petit peu, malheureusement. Pour les commerçants interrogés, les pertes de chiffre d'affaires de cette journée vont de 20 à 80%. Dans les transports en commun, la journée a été perturbée, mais peu de lignes ont été totalement bloquées. Comme souvent, l'Île-de-France a été la plus touchée. Ailleurs, les appels à la grève ont été diversement suivis. Partout, pour les voyageurs, la patience a été une vertu essentielle. Pierre Galassio, Amandine Creff et Xavier Tauby.
Lors de notre tournage ce soir dans le métro parisien, les quais étaient clairsemés. Et les rames loin d'être bondées, pas de pagaille à l'horizon. Finalement, le bilan, c'est que c'était très calme dans les transports, en tout cas dans les lignes de RER que l'on a pris. Généralement, quand je prends cette ligne-là, il y a plus de monde, mais moins de temps d'attente. Seules quelques lignes fonctionnaient aujourd'hui, forçant les voyageurs à modifier leurs itinéraires. On paye juste le pot cassé et puis on paye des tickets très très chers et puis voilà, juste pour être emmerdé. Sur les routes, 2 fois moins d'embouteillages ce soir en Ile-de-France par rapport à la moyenne, 170 km de bouchons seulement. À Caen, la circulation des bus et des trains régionaux a, elle, été très perturbée toute la journée. Ce matin, il y avait normalement le bus de 11h10, il était annulé. J'ai été attendre 2 heures à la gare. Un peu énervée et un peu fatiguée aussi. En revanche, du côté des trams... Franchement, tranquillement, hein. J'avais pas de soucis. Je me suis dit, je pensais qu'il allait y avoir un tram sur 2, mais en fait pas du tout. C'est comment à l'intérieur? Comme d'habitude. À Clermont-Ferrand, tous les transports en commun étaient à l'arrêt aujourd'hui. Pas le choix, il fallait marcher. Ce matin à pied, revenir à pied, l'après-midi à pied, le soir revenir à pied. C'est long, très long, avec le boulot en plus. À Toulouse, eux aussi ont marché. Mais il s'agissait là de manifestants souhaitant ralentir la circulation en effectuant des allers-retours en boucle sur des passages cloutés, créant des embouteillages et plus ou moins de compréhension. Ils traversent mais ils se trompent, donc ils retraversent. Mais bon, c'est très bien, moi ça me gêne pas. On est plombier, on peut pas, il y a des gens qui sont dans le besoin, qui sont en panne d'eau chaude et du coup, voilà, ils bloquent la population. Même scène aux alentours de Lyon, où ce sont des cyclistes qui ont tenté de bloquer l'accès au périphérique, très vite délogés par les forces de l'ordre. Eux aussi étaient en grève, mais pas pour les mêmes raisons. Les pharmaciens protestent contre la décision du gouvernement de réduire leur marge sur la vente de médicaments génériques. Sur 20 000 officines, seules 2 000 qui avaient été réquisitionnées étaient ouvertes aujourd'hui. Reportage à Rouen de Christophe Abel et Benjamin Ray. Maëlys commence à perdre patience. C'est déjà la 3e pharmacie qu'elle tente dans le centre de Rouen. À chaque fois, le rideau est baissé. Je suis malade depuis ce matin, donc j'ai pas les médicaments, je suis interne au lycée, donc j'ai pas ce qu'il me faut, je suis pas chez moi, donc c'est un peu galère. La quasi-totalité des officines de Rouen sont en grève, fermées. Natacha sort de chez le médecin. Avec son ordonnance, elle cherche à son tour une pharmacie. Vous avez besoin de prendre ces médicaments en urgence si c'est pas indiscret? Urgent, oui, non, c'est des antibiotiques, donc ce serait mieux de traiter assez vite, quoi. D'accord. Et là, bonne nouvelle. Déjà, c'est ouvert. Après quelques minutes d'attente... Sur Rouen, vous êtes le seul. Après, ça va être sur la rive gauche, mais sur Rouen Centre, c'est plus nous. Elle récupère enfin ses médicaments. Merci. Au revoir. Pour soutenir le mouvement de grève, lui aussi voulait fermer. Sa pharmacie a été réquisitionnée par l'État. On n'a pas le choix. Ça permet d'assurer le service continu pour les soins pour les patients. Comme ses confrères, il dénonce la baisse annoncée du prix de certains médicaments. Une mesure qui pourrait, selon lui, entraîner la fermeture de pharmacies. Ça risque pour certains patients, même beaucoup de patients dans les campagnes notamment, de faire plusieurs vingtaines, voire 30-40 km pour trouver une pharmacie. Depuis le 1er janvier 2025, plus de 170 pharmacies ont fermé en France. Ce matin, ce patient a dû rouler plus de 40 minutes pour en trouver une. Moi, mon fils, il convulse et là, il est malade depuis ce matin, donc la fièvre. Donc je suis obligé d'intervenir vite fait et pas de pharmacie, donc obligé de m'en trouver une. J'ai appelé cette pharmacie et monsieur m'a répondu. Retour à la normale demain, toutes les pharmacies de Rouen seront à nouveau ouvertes. Le nouveau Premier ministre a donc affronté aujourd'hui sa première journée de mobilisation contre des mesures qui ne sont pas les siennes, mais celles de son prédécesseur François Bayrou. 10 jours à peine après son entrée à Matignon, Sébastien Lecornu est sous la pression des syndicats et des partis d'opposition. Mathieu Desmoulins, Mathilde Guénégan et Auton Espitia. Une journée loin des cortèges et de l'agitation de la rue. Sébastien Lecornu est resté cloîtré derrière les murs de Matignon, en lien permanent avec Bruno Retailleau pour suivre la situation. Et ce soir, il publie ce message à l'intention des manifestants. Les revendications portées par les représentants des organisations syndicales sont au cœur des consultations que j'ai engagées. Le Premier ministre
promet d'ailleurs de recevoir bientôt les syndicats à Matignon, eux qui se projettent déjà sur les prochaines journées de mobilisation. Avec un peu de chance, cette journée suffira à influer sur le budget. S'il n'y a pas de modification profonde dans le budget, à ce moment-là, on sera prêt à revenir dans la rue de manière encore plus forte. Si une autre, voire d'autres journées de mobilisation est un moyen nécessaire à atteindre nos objectifs, eh bien, il ne faut pas hésiter à en refaire d'autres. Une réunion entre tous les syndicats est d'ailleurs prévue demain matin pour choisir une stratégie pour la suite. Objectif assumé, faire monter la pression au moment même où le Premier ministre va devoir faire des concessions aux oppositions pour ne pas être censuré. On sait que Sébastien Lecornu, en ce moment, il est en train d'essayer de poser son équation. Et il voit que son équation est quand même assez insoluble. Et je pense que chaque personne qui a manifesté aujourd'hui s'ajoute dans l'équation de Sébastien Lecornu. C'est plus possible de faire semblant que ça n'existe pas. Plus les syndicats sont suivis et puissants, plus ça nous permettra, nous, d'obtenir des choses du gouvernement. Un obstacle de plus sur la route de Sébastien Lecornu, qui se laisse encore au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine pour constituer un gouvernement, avant une déclaration de politique générale prévue début octobre devant l'Assemblée nationale.